Près de 10 jours après le passage du cyclone Chido à Mayotte dans l'océan Indien, le bilan continue à s'alourdir et la colère grimpe. Le gouvernement et l'État français sont pointés du doigt. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Mais j'en profite pour vous souhaiter aussi un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année plus largement. Je vous souhaite le meilleur pour vous et pour vos proches et une pensée au passage pour tous ceux qui sont seuls en cette fin d'année ou ceux qui sont partout dans le monde dans des situations difficiles, y compris d'ailleurs à Mayotte. Je sais que vous êtes nombreux à suivre la chaîne sur place, donc on pense très fort à vous et pour ceux que ça intéresse et qui voudraient aider en cette fin d'année, on en reparle à la fin de ce sujet. Bon, revenons très rapidement sur le contexte, même si je pense que vous avez eu l'occasion de suivre tout cela. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Le 14 décembre dernier, le cyclone Chido a frappé le territoire français de Mayotte. Selon un bilan communiqué samedi soir par les préfectures, au moins 35 personnes sont mortes suite au passage de ce cyclone et environ 2500 sont blessés, dont 78 blessés graves. Sauf que, selon Emmanuel Macron, qui était en déplacement sur l'île la semaine dernière, il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes. Le préfet avait déjà évoqué il y a quelques jours la possibilité d'avoir en réalité plusieurs milliers de morts. Et par ailleurs, sur France Inter ce lundi, la députée Estelle Youssoufa évoquait même des dizaines de milliers de personnes probablement ensevelies sous les tonnes de boue. Pour résumer donc, un bilan encore très incertain, mais qui pourrait être extrêmement lourd. De son côté, le Premier ministre François Bayrou a estimé ce lundi sur BFM TV que le nombre de victimes se compte, je cite, en dizaines et pas en milliers, indiquant ne pas croire, je le cite toujours, aux chiffres terrifiants qui ont été avancés ces derniers jours. Alors face à la situation, un couvre-feu a été mis en place sur toute l'île de 22h à 4h du matin, dans l'objectif affiché notamment d'assurer la sécurité et d'éviter les pillages. A noter au passage que le cyclone a aussi ravagé le Mozambique, qui est donc un pays du sud-est de l'Afrique, où au moins 94 personnes sont mortes suite à son passage. Et le cyclone a aussi touché le Malawi, qui est donc un pays en Afrique de l'Est là aussi, où un bilan définitif a fait état de 13 morts et d'environ 30 blessés. Ça c'est donc sur le bilan encore très incertain, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines zones reculées manquent encore cruellement d'eau et de nourriture, même si depuis mercredi, l'aide alimentaire et les bouteilles d'eau commencent à être distribuées, mais c'est encore insuffisant selon de nombreux témoignages sur place. Par exemple, dans la commune de 10 000 habitants de Ouangani, le maire a indiqué au journal Le Monde d'avoir reçu aucune nourriture et seulement 800 packs d'eau depuis 8 jours, alors qu'il en faudrait selon lui au moins 1600 par jour. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a aussi des risques sanitaires actuellement, puisque selon le directeur des opérations France de Médecins du Monde interrogé par TF1, à cause des difficultés d'accès à l'eau, il y a notamment des craintes d'apparition de cas de choléra. On a déjà eu l'occasion de parler de ce risque, notamment dans le cadre de la situation à Gaza. Le choléra, c'est donc une maladie bactérienne qui peut provoquer une diarrhée sévère, ce qui peut entraîner une déshydratation rapide et potentiellement la mort si la maladie n'est pas traitée rapidement. C'est dans ce contexte que ce lundi, un deuil national a été observé à 11h. Une minute de silence donc avait été observée dans tous les services publics et les drapeaux étaient aussi en berne. La situation est donc actuellement catastrophique sur place. Mais alors, comment expliquer que ce cyclone ait conduit à des conséquences aussi dramatiques à Mayotte? Et pourquoi est-ce que l'État français, Emmanuel Macron et le gouvernement français est autant pointé du doigt? Lors de son déplacement à Mayotte il y a quelques jours, Emmanuel Macron, qui a été hué par de nombreux habitants sur place, a répondu, je cite, « Le cyclone, ce n'est pas moi », sous-entendant donc que la France n'était pas responsable du nombre de victimes suite au passage du cyclone. Alors en réalité, le cyclone Chido, il n'était pas forcément d'une intensité extrême, mais en fait la hausse des températures de l'océan Indien liée au dérèglement climatique a pu contribuer éventuellement à l'intensité du cyclone, même si ce cyclone n'était pas forcément d'une intensité jugée extrême. Et on en vient donc au second point important. En réalité, les conséquences aussi importantes du passage de ce cyclone, elles ne sont pas simplement dues au réchauffement climatique. Autrement dit, les conséquences de ce cyclone, ce n'est pas seulement donc les conséquences d'une catastrophe naturelle, c'est aussi sur place des conditions qui étaient déjà extrêmement précaires et extrêmement difficiles, qui ont donc aggravé cette situation. Il faut savoir que Mayotte, c'est le département le plus pauvre en France. En 2022, 30% des 15-64 ans avaient un emploi selon l'INSEE et près de 40% de la population vit avec moins de 160 € par mois. Par ailleurs, il y a environ un tiers de la population qui vit dans un habitat précaire, comme par exemple dans des bidonvilles, et c'est donc des populations extrêmement vulnérables face à des événements de ce type. Faut aussi noter que avant même le passage de ce cyclone, Mayotte faisait déjà face à une situation extrêmement
difficile. Vous le savez, hein, si vous suivez ce format régulièrement, on en a parlé à de très nombreuses reprises depuis plusieurs années maintenant. Il y a un manque d'investissement dans les infrastructures qui est pointé du doigt par les ONG. Il y a aussi des coupures d'eau qui s'enchaînaient ces derniers mois à cause d'épisodes de sécheresse. Bref, la situation était déjà extrêmement difficile. Par ailleurs, on peut noter que récemment, il y avait aussi un manque d'informations puisque Météo France avait certes prévenu de la trajectoire du cyclone et de sa puissance, mais les populations les plus précaires n'avaient pas forcément eu accès à ces informations. Et puis enfin, il faut noter que selon l'INSEE, plus de la moitié des habitants de Mayotte n'ont pas la nationalité française. Or, certaines personnes sans papier ont refusé de rejoindre les abris qui avaient été ouverts par les autorités par crainte d'être ensuite expulsés du territoire. En tout cas, je le disais, le bilan aujourd'hui, il est très difficile à estimer, notamment en raison du nombre de personnes importantes sans papier. À noter que plusieurs personnalités politiques de Mayotte ont mentionné l'existence de fausses communes dans des zones reculées, mais aucune déclaration officielle n'a été faite dans ce sens pour le moment. En tout cas, 1300 gendarmes ont été mobilisés sur place pour assurer la sécurité des Mahorais et pour tenter d'établir le bilan humain. Par ailleurs, l'état de calamité exceptionnelle a été activé à Mayotte pour gérer le plus rapidement possible la crise et faciliter la mise en place de mesures d'urgence. Mais je le disais, sur place, la colère continue à monter et beaucoup sur place estiment que c'est encore largement insuffisant. En tout cas, Manuel Valls, qui est donc le nouveau ministre des Outre-mer, je vous renvoie aux actus qu'on a publiées hier, a assuré sur France Inter qu'il se rendra le plus vite possible à Mayotte avec François Bayrou. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, je l'ai relayé ce week-end sur Instagram, mais si jamais vous souhaitez de votre côté faire un geste et faire un don pour venir en aide aux sinistrés, sachez que vous pouvez faire des dons à plusieurs organisations, plusieurs ONG. On peut citer notamment la Croix-Rouge, le Secours populaire français, la Fondation de France, mais on peut citer aussi la Protection civile qui est sur place. Il y a beaucoup d'aide qui est en train d'être organisée par toutes ces ONG et par beaucoup d'autres. Je vous mets des liens du coup en description si vous voulez faire un don. De notre côté, évidemment, on va continuer à suivre la situation sur place dans les prochaines heures. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour le flashback du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre François Bayrou a présenté son gouvernement ce lundi et il a ensuite expliqué ses choix dans un entretien donné à BFM TV. Alors si vous voulez connaître la composition du nouveau gouvernement, je vous conseille de regarder notre vidéo publiée ce lundi sur YouTube ou de lire notre post Instagram sur le sujet. Mais donc pendant cet entretien, François Bayrou a admis qu'aucun parti n'est content de la composition de son gouvernement, mais qu'il était persuadé qu'il ne serait pas censuré, donc poussé à la démission. Il a aussi démenti les accusations venant de la gauche, selon lesquelles Marine Le Pen aurait influencé la composition de son gouvernement. Et du côté de la gauche justement, Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, a estimé ce mardi, je cite, qu'aucune des conditions n'a été respectée par François Bayrou pour éviter une censure. En tout cas, le Premier ministre a indiqué qu'il ne sollicitera pas la confiance de l'Assemblée nationale lors de sa déclaration de politique générale le 14 janvier, une étape qui n'est pas obligatoire. Lorsqu'un Premier ministre choisit de solliciter un vote de confiance, si la majorité des députés votent contre, le gouvernement doit démissionner. Deuxième actu, en Nouvelle-Calédonie, un territoire d'outre-mer français, le gouvernement local a été renversé après la démission du mouvement Calédonie Ensemble ce mardi. Il s'agit du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à être renversé et le premier présidé par un indépendantiste. Dans son courrier de démission, le parti Calédonie Ensemble, qui est affilié à Renaissance, donc le camp d'Emmanuel Macron, dénonce, je cite, une indépendance gouvernementale autoproclamée qui n'est pas solidaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui détient le pouvoir législatif. Le parti accuse notamment le gouvernement d'avoir pris des décisions financières importantes sans consulter le Congrès. Depuis 6 mois, la Nouvelle-Calédonie fait face à une crise politique et sociale importante qui avait conduit à des émeutes en mai, provoquant la mort de 14 personnes. En tout cas, en attendant la désignation d'un nouveau gouvernement, l'actuel président, l'indépendantiste Louis Mapou, gérera les affaires courantes. Troisième actu, plus de 25 000 Syriens sont rentrés en Syrie depuis la Turquie en 14 jours, c'est ce qu'a affirmé le ministre turc de l'Intérieur ce mardi. La Turquie partage une frontière de plus de 900 km avec la Syrie et près de 3 millions de Syriens qui ont fui la guerre civile qui a commencé en 2011 dans leur pays, y sont actuellement accueillis. Avec la chute de l'ancien président syrien Bachar el-Assad début décembre, la Turquie espère qu'une majorité de réfugiés syriens retourneront dans leur pays d'origine. Le ministre turc a d'ailleurs annoncé que des bureaux de gestion des migrations seraient prochainement créés dans l'ambassade et le consulat turc en Syrie pour faciliter les démarches des réfugiés rentrant en Syrie. Quatrième actu, aux États-Unis, Luigi Mangione a plaidé non coupable de meurtre terroriste ce lundi. Il est soupçonné d'avoir tué par balle Brian Thompson, le directeur général de United Healthcare
UnitedHealthcare, qui est le premier assureur santé privé du pays, en pleine rue à New York début décembre. Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, on en avait fait une dans ce format des Actus du jour la semaine dernière. Luigi Mangione est inculpé pour 11 chefs d'accusation, dont meurtre en tant qu'acte terroriste, et il risque la prison à vie. Et on finit avec cette actu, la sonde Parker de la NASA est passée ce mardi à 6,2 millions de kilomètres de la surface du Soleil, ce qui constitue un record de proximité. L'objectif de cette sonde, qui a été lancée en août 2018 pour une mission de 7 ans, est d'approfondir les connaissances scientifiques sur le Soleil. Pendant cette approche, l'équipe de la mission a perdu le contact direct avec la sonde en raison de la radioactivité. Elle recevra ce vendredi un signal du vaisseau qui lui permettra de savoir si la mission s'est bien passée. Merci beaucoup Léa. Alors le flashback du jour, c'est le suivant. Il y a 159 ans, le 24 décembre 1865, le Ku Klux Klan, une société secrète suprémaciste blanche, était fondée aux États-Unis quelques mois après la guerre de sécession qui opposait les États du Nord aux États du Sud, principalement sur la question de l'abolition de l'esclavage. Alors heureusement aujourd'hui et depuis les années 60, son influence a fortement été diminuée, mais certains groupuscules aux États-Unis se revendiquent toujours de cette organisation. Voilà en tout cas pour les actualités aujourd'hui. Encore une fois, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, un très joyeux réveillon à tous ceux qui fêtent Noël. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, merci pour votre confiance. Il n'y aura pas d'actualité du jour demain pour cause de Noël, mais donc on se revoit le 26, on se dit à très vite.